Bien, merci pour ces exemples. Alors là, on a effectivement des exemples de réussite, même si quelquefois c'était un pari un petit peu risqué. J'imagine qu'il y a quelquefois des fausses bonnes idées. Quelquefois, des paris se révèlent être peu rentables, peu profitables. Est-ce que Dominique Bourg peut nous expliquer un petit peu quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont les fausses pistes à ne pas suivre, les sujets pour lesquels on se dit tiens, on pourrait gagner, et en fait on ne sait pas, que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Expliquez-nous un petit peu quels sont les effets pervers qu'il peut y avoir dans cette démarche. Alors, les fausses bonnes idées, ce n'est pas l'apanage de l'écologie industrielle. Je crois que malheureusement, c'est assez universel. Moi, je voudrais simplement mettre en garde contre une illusion, qui serait l'illusion technologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parfois un petit peu quelque chose qui accompagne la culture de l'ingénieur. On a un dispositif technique qui est parfait, et on va prétendre vendre de la performance. Alors, juste avant qu'on commence cette table ronde, mon voisin a donné un exemple excellent. Je vais le reprendre, mais il y en a d'autres. Un exemple que vous donniez, c'était une installation que vous avez faite avec un système de gestion assez sophistiqué de la lumière, et donc de l'électricité dans le bâtiment. Mais finalement, le gestionnaire sur place ne veut pas s'embêter. Dès qu'il arrive à 5 h du matin, il bloque tout le système. Et donc, toute l'intelligence qui était mise pour aboutir à des économies d'énergie sont neutralisées. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui est vraiment, je vous assure, très très général. Ce qui va faire la performance d'un système, c'est très souvent l'usage du système. Or, l'usage, c'est pas l'ingénierie, c'est la manière de se l'approprier. Alors ça, c'est la première difficulté, et souvent, quand on part avec une culture d'ingénieur, on n'est pas toujours très sensible à cet aspect des choses. Je peux donner un autre exemple. Tout le monde connaît ça, un des premiers écoquartiers à Malmö, par exemple, en Suède. Effectivement, les gens, compte tenu de la performance thermique des bâtiments, se chauffent à 25-26 degrés, ce qui, à Stockholm, est plutôt assez intéressant. Mettez-vous à leur place. Du coup, le gain énergétique du bâtiment n'est pas aussi extraordinaire que ça. Ça, c'est la première illusion. La deuxième illusion, alors, on va voir qu'il y a une petite piste pour la première, mais la deuxième illusion est beaucoup plus générale, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Imaginez que chez vous, vous ayez une maison quand même pas trop mal isolée, et que vous décidiez de changer, de troquer votre chaudière à mazout contre une pompe à chaleur. Bon, vous allez mettre un certain temps à la rembourser, et une fois que vous l'aurez remboursée, et puis dans quelques années, bien sûr, comme vous le savez, le baril va continuer à grimper, va regrimper à nouveau. Donc vous allez épargner une manne financière qui n'est pas négligeable. Imaginez que vous soyez un fanatique de voyage et que vous en profitiez pour augmenter votre taux de rotation autour de la planète. Eh bien, je vous le dis tout de suite, vous auriez mieux fait de garder votre vieille chaudière à mazout. Votre impact général sur le climat serait plus faible. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est carrément le moteur de la croissance aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on réalise des gains de productivité, en termes d'énergie, en termes de matériaux utilisés, de ressources de façon générale, par là même on dégage une manne financière qui soit se réinvestit dans le même domaine, soit dans d'autres domaines, mais au bout du compte, suscite une consommation d'énergie, une consommation de ressources qui fait que le gain global est complètement annihilé. Alors là, ce n'est pas de la responsabilité du chef d'entreprise, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Le système des quotas, par exemple, pour l'énergie, est une des rares réponses qu'on ait à l'effet rebond. Mais simplement une idée pour vous montrer qu'en restant sur le plan même de l'industrie, on peut avoir une forme de réponse. Alors c'est une idée qui a été pas mal débattue dans le cadre du RNL. Il y a un COMOP, plus exactement un groupe d'études qui a été organisé là-dessus. L'idée de l'économie de fonctionnalité, c'est tout bête, c'est là où ça a un sens, et ça n'a pas un sens pour tout, c'est de ne plus vendre les biens que l'on produit, parce que tant qu'on vend les biens qu'on produit, on a tout intérêt à en vendre de plus en plus, mais de se substituer à la vente des biens, la vente de l'usage, de la fonction d'usage de ces biens. Et alors, l'intérêt du vendeur en question est à l'inverse de son intérêt antérieur. Cette fois-ci, il n'a plus du tout intérêt, si vous voulez, à vendre le plus de biens, il a intérêt à vendre le plus d'unités fonctionnelles possible, avec un support matériel qui, lui, doit subsister le plus longtemps possible. Plus longtemps il subsiste, et plus le rendement général de l'affaire est élevé. Donc c'est rigoureusement l'inverse. Alors ce qui est très intéressant dans l'économie de fonctionnalité, si on abandonne le B2C et on regarde le B2B, eh bien en général, quand une entreprise vient chez vous, dans votre entreprise, et prend en charge une activité qui était jusque-là une activité marginale, par exemple la gestion de l'électricité dans des bâtiments, eh bien si une entreprise vous vend ce service-là, elle va l'optimiser. Et précisément, elle va produire des conditions d'usage qui seront tout à fait adaptées
au système technique en question. Donc l'économie de fonctionnalité, je crois que c'est quelque chose qui a un grand avenir. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site du Grenelle. Je pense que le rapport officiel qu'on a remis il y a peu de temps va y être disponible. Vous avez des exemples très concrets dans l'étude qu'on a fait faire par Ernst & Young, où quand on compare un scénario classique et un scénario en économie de fonctionnalité, je peux vous donner par exemple l'exemple des pneus Michelin. Vous imaginez, je crois, une flotte de 250 camions, enfin, sur 8 ans, avec 127 000 km par camion. Ça vous donne dans un cas 44 000 pneus et dans l'autre 32 000. Hélice pour la location, quand on substitue au fait de blanchir des tenues, le fait d'en être le propriétaire, de les concevoir et ensuite de louer le service tenue vestimentaire technique, eh bien là c'est pareil, sur une même période de 8 ans, vous passez par opérateur d'un usage de plus de 30 tenues à une quinzaine de tenues. Donc c'est vraiment une idée intéressante. Est-ce que les autres intervenants ont des exemples de ce type à donner, de fausses bonnes idées, des choses auxquelles vous croyez, vous pensiez que des gains allaient se produire, et puis finalement ce que vous avez gagné d'un côté, vous l'avez perdu de l'autre? Alors moi, dans les fausses bonnes idées, j'ai juste un exemple qui est lié à notre activité de bureau d'études. C'est que effectivement, comme on le disait tout à l'heure, souvent on se focalise tout de suite, lorsqu'on parle notamment d'environnement au sens large, sur les nouvelles technologies, sur les énergies renouvelables. Et en fait, nous, notre travail, c'est plus de réfléchir avec l'exploitant sur ses besoins réels. Parce qu'on s'aperçoit que c'est à la source où on fait le plus d'économies potentielles. Clairement, quand on trouve un process qui économise 50% de la consommation d'eau, on a beau avoir un système de traitement hyper performant derrière qui permet de recycler les 100%, il faut mieux économiser déjà 50% d'eau au départ, c'est beaucoup plus facile à trouver après les process qui vont bien. Et ça, c'est vrai pour les énergies, c'est vrai pour l'éclairage, c'est vrai dans tous les domaines techniques du bâtiment. Il faut d'abord avoir une bonne analyse des besoins de l'exploitant au départ, et pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'ils soient intégrés dès le départ dans les équipes de conception pour ne pas se tromper sur les besoins initiaux. Et après, la technologie, elle existe, donc il suffit d'aller trouver la meilleure technologie du moment et ça se passe bien. Vous avez tous donné des exemples de bonnes pratiques. Alors maintenant, comment aller plus loin? Monsieur Aublet, maintenant que votre filiale tourne, qu'elle est rentable, comme vous l'avez dit, comment peut-on aller encore plus loin dans la mise en pratique de l'écologie industrielle? Aujourd'hui, donc comme vous le dites, techniquement, économiquement, ça fonctionne. Notre problème maintenant va être sur la collecte des vieilles fenêtres en démolition, par exemple. Donc on a des intervenants, des collecteurs qui nous trient du déchet, donc du PVC maintenant, des fenêtres, des volets. Le souci, c'est que parfois c'est plus facile d'envoyer tout en incinération ou en décharge. Ce qui fait qu'on a une ressource potentielle qui nous manque. Donc on a une concurrence qui va être l'incinération ou la décharge, qui pour nous est un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que si on pouvait collecter chez tous les collecteurs de déchets et sortir cette part de PVC qui est recyclable, ça nous intéresserait vraiment. Mais on pense aussi que le marché de la fenêtre, qui a un retard en France par rapport en Allemagne, on va récupérer dans quelques années, le volume sera beaucoup plus important, donc plus facile à collecter. Mais aujourd'hui, comme c'est assez novateur et on a quand même, comme vous l'avez dit, les matières premières s'effondrent, donc maintenant l'intérêt du tri devient moins évident. Donc on a des stratégies à long terme, on a une usine à faire tourner, on a besoin de matière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas évident pour tout le monde. Et si les personnes s'aperçoivent qu'ils ne gagnent pas forcément d'argent sur les autres matériaux, vont arrêter un peu le tri. Et le PVC en faisait partie. Donc c'est un petit peu la difficulté qu'on a aujourd'hui. Monsieur Blanc, quels sont les axes de progrès chez vous? Et éventuellement, quelles sont les compétences dont vous avez besoin? Quelles sont les compétences à développer? Des formations éventuellement à favoriser? C'est effectivement ce point-là que je voulais développer, puisque sur l'aspect technologique, j'aurais pas beaucoup d'exemples complémentaires à donner par rapport à ceux qui ont déjà été donnés. Mais au niveau d'une entreprise comme Wattier Chandon, le vrai enjeu pour demain, c'est effectivement l'aspect de formation, de sensibilisation des personnes, de formation parfois aussi professionnelle au sens diplômante. On commence à le pratiquer dans certains métiers agricoles, par exemple. Mais au niveau formation des gens, aller même plus loin, aller jusqu'à l'incitation. Il y a le système des quotas à l'échelle macroéconomique, à l'échelle d'une entreprise. Il peut y aussi y avoir des incitations financières. Et je ne suis pas en train de
vouloir faire de la gestion des ressources humaines, mais l'intéressement à des enjeux environnementaux, c'est des choses qui peuvent fonctionner aussi, qu'on a expérimenté il y a quelques années et que l'on veut développer. Et finalement, le véritable enjeu pour nous demain, c'est que toutes ces actions environnementales s'intègrent dans le management de l'ensemble de l'entreprise, dans tous les niveaux hiérarchiques. Et parfois, je dis, bien que le responsable développement durable disparaisse de l'organigramme et que toutes les fonctions de l'entreprise l'aient intégré à part entière, en plus de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je pense que ça n'est pas demain que le poste de responsable développement durable va disparaître.